Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer une période de chaos, près de 300 ans de troubles qui, paradoxalement, ont donné naissance à une nation. Alors, comment un pays naît-il? D'une conquête? D'une révolution? Eh bien pour la France, l'histoire ne commence pas du tout avec un plan bien défini. Non. Tout part de l'effondrement, assez chaotique, il faut le dire, d'un empire absolument légendaire. Après la mort de Charlemagne, son empire, cet immense territoire unifié, va entrer dans 2 siècles de tourmente. Ses héritiers, au lieu de préserver son héritage, ils vont le mettre en pièces. On entre dans une crise quasi permanente. Et ce chaos, il commence tout en haut de la pyramide, avec le successeur direct de Charlemagne, Louis le Pieux, et sa tentative, on peut le dire, totalement désastreuse, de planifier l'avenir. Alors, accrochez-vous. Tout commence avec un accident. Un portique en bois qui s'effondre, Louis le Pieux frôle la mort. Et complètement secoué, il se dit qu'il doit immédiatement régler sa succession. Pour lui, c'est un signe, un plan d'inspiration divine pour diviser l'empire entre ses fils. Sur le papier, son plan a l'air plutôt logique, non? Un fils aîné, Lothaire, devient empereur, et ses 2 autres frères, Pépin et Louis, reçoivent chacun un royaume, mais ils doivent rendre des comptes à l'aîné. L'objectif, c'est la paix éternelle. En théorie, c'était censé fonctionner à merveille. Sauf que cette illumination divine va en fait préparer une véritable catastrophe. La première conséquence, c'est la rébellion immédiate de son neveu, Bernard. Il est puni d'une manière absolument atroce. On lui crève les yeux et il en meurt. Ça commence très très mal. Et comme si ça ne suffisait pas, un 4e fils, le futur Charles le Chauve, vient au monde. Louis le Pieux veut évidemment lui donner une part du gâteau, donc il redessine la carte. Et là, c'est la révolte des 3 aînés contre leur père. On assiste à des scènes incroyables, les fils qui déposent leur propre père. Puis ils se battent entre eux, bref, l'Empire plonge dans des décennies de guerre civile. C'est un chaos total. Et pourtant, c'est au cœur de cette querelle de famille monumentale que vont apparaître les toutes premières traces de ce qui deviendra la France. On est en 842. 2 des frères, Charles le Chauve et Louis le Germanique, décident de s'allier contre le 3e, l'empereur Lothaire. Et pour que cette alliance soit solide, pour qu'elle soit vue et comprise de tous, ils décident de prêter un serment public de soutien mutuel. C'est un acte politique extrêmement fort. Et là, il se passe quelque chose de fondamental. Pour que leurs armées respectives comprennent bien l'enjeu, ils prêtent serment dans les langues parlées par leurs soldats. L'armée de Charles, qui parle une langue romane, l'ancêtre du français, entend donc Louis prêter serment dans cette langue. C'est la première fois qu'on a une trace écrite de ce qui va devenir le français. Ces serments de Strasbourg, c'est tout simplement l'acte de naissance de la langue française. 1 an plus tard, en 843, cette division est gravée dans le marbre avec le traité de Verdun. L'Empire est officiellement partagé en 3. Et c'est là que ça devient crucial pour notre histoire. Le territoire qui revient à Charles le Chauve, la Francia Occidentalis, ou Francie occidentale, c'est le royaume qui, au fil des siècles, deviendra la France. Ce traité, il ne fait pas que créer des frontières, il dessine littéralement les contours de la future Europe. Mais voilà, ce nouveau royaume est né dans la douleur, il est faible, et il doit tout de suite faire face à une menace extérieure absolument terrifiante. Imaginez un peu la scène. En 885, une flotte de plus de 700 dracars vikings remonte la Seine. À leur bord, on estime qu'il y a près de 42 000 guerriers. Leur objectif, Paris. L'échelle de cette invasion est juste inimaginable pour l'époque. Grâce à leurs navires, les dracars, qui sont rapides, silencieux et à fond plat, les Vikings peuvent remonter les fleuves et frapper très loin à l'intérieur des terres. Pendant des décennies, ces hommes du Nord vont terroriser le royaume. Ils pillent, ils brûlent les monastères, les villes, et les rois, eux, sont complètement impuissants. Le plus souvent, leur seule solution, c'est de payer les Vikings pour qu'ils s'en aillent. Et puis, en 911, le roi Charles le Simple a une idée radicalement nouvelle. Au lieu de continuer à combattre les Vikings, il se dit « et si on négociait ?» Il décide de passer un accord avec leur chef, un certain Roland. C'est un pari incroyablement audacieux. L'accord est scellé. D'ailleurs, la cérémonie du serment est assez cocasse. Roland refuse de s'agenouiller pour baiser le pied du roi comme le veut la coutume. Alors il attrape le pied du roi et le lève si haut qu'il le fait basculer en arrière. Malgré cette scène un peu humiliante, le marché fonctionne. Les terres de Roland deviennent la Normandie, la terre des hommes du Nord. Et d'un coup, les pires ennemis du royaume en deviennent les protecteurs. Toute cette période d'instabilité, avec des rois faibles et des menaces constantes, va provoquer un grand changement. Le pouvoir central, celui du roi, s'effrite. Le vrai pouvoir est maintenant entre les mains des seigneurs locaux.
Et ça va donner naissance à une toute nouvelle organisation de la société. C'est ce qu'on appelle la féodalité. Et au cœur de ce système, il y a une relation clé, la vassalité. C'est un contrat, en quelque sorte, un lien personnel très fort. Un guerrier, le vassal, jure fidélité et service militaire à un seigneur plus puissant, le suzerain. Et en échange, il reçoit de quoi vivre, généralement une terre qu'on appelle un fief. Alors il faut bien faire la distinction. Il y a le vassal, qui est un noble, un guerrier, qui sert son seigneur. Et puis il y a le serf, qui est un paysan non libre, il est possédé par le seigneur. Le premier fournit un service militaire, le second, son travail, et il est attaché à la terre. Ça crée une hiérarchie sociale extrêmement rigide. D'un côté, les nobles, liés par des serments d'honneur, et de l'autre, les serfs, qui n'ont quasiment aucun droit. Dans ce contexte, pendant plus d'un siècle, le trône de France devient une sorte de siège éjectable. On a une succession de rois, pour la plupart très faibles, qui sont totalement incapables de contrôler leurs propres vassaux, devenus bien plus puissants qu'eux. Il suffit de regarder cette liste pour comprendre l'instabilité de l'époque. On a des rois avec des surnoms qui en disent long. Louis le Bègue, Charles le Gros, et mon préféré, Louis V le Fainéant. On voit bien que le prestige de la fonction royale est au plus bas. Ils se succèdent à un rythme effréné, meurent jeunes ou sont tout simplement déposés. Et puis, en 987, le dernier roi de la dynastie de Charlemagne, Louis V, meurt sans héritier. C'est la fin d'une époque. Les grands seigneurs du royaume se réunissent et doivent choisir un nouveau roi. Et leur choix se porte sur l'un des leurs, Hugues Capet. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il est loin d'être le plus puissant d'entre eux. Son domaine royal est minuscule. Mais Hugues Capet, même s'il est faible militairement, est extrêmement malin. Il va faire un coup de génie politique. De son vivant, il fait élire et sacrer son fils, Robert, comme co-roi. En faisant ça, il assure une succession sans discussion possible et il installe une nouvelle coutume, la transmission héréditaire de la couronne. C'est ce qui va permettre à sa dynastie de se maintenir sur le trône. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fascinante. Ce nouveau roi est plus faible que la plupart de ses propres vassaux. Alors comment sa dynastie a-t-elle bien pu survivre ? Et non seulement survivre, mais régner sur la France pendant plus de 800 ans et en faire l'une des monarchies les plus puissantes d'Europe. Eh bien ça, c'est une histoire pour une prochaine fois.